April. You like hockey's back, don't you? Hello and welcome to Prime Team Bitch! Pinocle a d'autres chats à fouetter et nous allons quant à nous embarquer dans un double programme aujourd'hui. Le premier film de ce double programme est un long métrage sorti en 1995 et réalisé par Chito S. Rono. Il s'agit de Kill Barbara with Panic, le remake de Patayin Mo Sindak Si Barbara, sorti quant à lui en 1974, où le récit d'une femme qui perd sa sœur et retourne chez elle afin de soutenir son beau-frère et sa nièce dans leur processus de deuil. Quelques années auparavant, Barbara et Nick sont follement tombés amoureux. Et rien ne semblait pouvoir se mettre au travers de leur amour, sauf peut-être Ruth, qui elle aussi avait des sentiments pour Nick et ne voulait qu'une chose, être aimée en retour. Complètement toxique et possessive, Ruth menacera alors de se tuer si Nick ne l'épouse pas. C'est donc à contre-cœur que Barbara convaincra Nick d'épouser sa sœur, se condamnant et condamnant Nick à une vie de regret et de malheur. Nick acceptera afin de prouver son amour à Barbara et ils décidèrent de se séparer pour le bonheur de Ruth. Mais lorsque des années plus tard, Ruth meurt dans un tragique accident, Barbara doit alors faire face au passé et à ses regrets. Mais aussi et surtout au fantôme de Ruth qui, même dans l'au-delà, ne lui laissera aucun répit. Ruth s'est donné la mort par jalousie et elle compte bien avoir la vengeance qu'elle mérite. Elle ne connaîtra donc pas le repos et n'aura de cesse que de détruire la vie de sa sœur et de son mari, quitte à posséder sa fille pour arriver à ses fins. Son esprit vengeur est le fruit d'une colère sans fin. Kill Barbara with Panic instaure une ambiance oppressante autour de ce triangle amoureux entre Ruth, Nick et Barbara, le tout appuyé par une réale efficace. Il dresse le portrait de deux sœurs, celui de Ruth qui se noie dans la dépression et dans l'envie, tandis qu'elle possède tout, et de Barbara qui sacrifierait sa vie pour sa sœur. Bien que le long métrage soit empreint d'éléments fantastiques, il possède aussi tous les codes d'un bon thriller psychologique. Et ici, la maison de poupées et les poupées seront un moyen pour Ruth d'être en contact avec sa fille, de la posséder et de maintenir son emprise sur elle. Le long métrage vous filera sans aucun doute quelques frissons et ne vous donnera pas envie de jouer à la maison de poupées de sitôt. Il est malheureusement trop méconnu bien qu'il soit culte aux Philippines. Il n'est pas sorti en France, mais il existe tout de même une version restaurée. Et le long métrage a aussi connu un remake en 2019. Et puisqu'on est sur une thématique vengeresse, nous allons attaquer notre second film du jour qui n'est autre que La Nuit de l'Épouvantail, sorti lui aussi en 1995, et réalisé par Jeff Burr, qui a par ailleurs réalisé des longs métrages tels que Massacre à la tronçonneuse 3 ou encore Puppet Master 4. Le pitch de La Nuit de l'Épouvantail n'est pas bien original, ou l'histoire de deux maladroits qui réveillent l'esprit d'un sorcier maléfique. Il est alors bougon et ne veut qu'une chose, se venger de la famille Goodman qui l'a trahi. Quelques années auparavant, la famille avait fait un pacte avec le sorcier afin d'assurer la prospérité de ses terres. Mais craignant devant le pouvoir grandissant de ce dernier, ils décidèrent de s'en débarrasser. La Nuit de l'Épouvantail est une série B divertissante qui sera le programme idéal pour une soirée bière et pizza. C'est un slasher pas toujours réussi qui assure une bonne pose de neurones, histoire de faire le vide de toute réflexion. Comme les deux abrutis à l'origine du réveil de l'épouvantail dans le début du long métrage. Boire ou conduire un tracteur dans les champs de maïs, il faut choisir les petits gars. Marche arrière! Il a tout de même le mérite d'être un peu plus qualitatif que les autres produits du genre, même si avec les films d'épouvantail, on reste bien souvent dans la série B. Les effets sont plutôt bons, mais ils commencent tout de même à prendre un petit coup de vieux, comme celui de la bouche cousue, mais globalement ça fait le taf. Et rien que pour voir une mort par implosion de paille, le film vaut le détour, non ? Attendez, c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de voir un épouvantail tueur. Le film a cette vibe 90 auquel j'ai vraiment du mal à résister. Il est temps à présent de passer à la carte blanche du jour. Aujourd'hui, c'est Héroïna qui nous présentera sa carte blanche.
N'hésitez pas à aller découvrir leurs compositions, elles sont incroyables. Et j'ai hâte de recevoir leur vinyle à paraître. Hello tout le monde et merci beaucoup Mylène pour ton invitation. Quand tu m'as parlé du thème poupée, pantin, jouets et marionnettes, la première chose qui me soit venue à l'esprit, en tant que fan de cinéma de genre italien, c'est une séquence qui met en scène un automate dans un de mes films préférés, Profondo Rosso. Profondo Rosso, c'est un film sorti en 1975 en Italie et en 1977 en France, sous le titre un peu imbécile Des frissons de l'angoisse. À la réalisation, on retrouve le grand Dario Argento, cinéaste que Welcome to Primetime Beach a abordé sur cette chaîne à plusieurs reprises à propos de sa trilogie Les Trois Mers. Profondo Rosso est considéré comme un des chefs-d'œuvre du giallo. Alors pour faire très très court, un giallo, c'est un thriller italien datant des années 60-70, voire début 80, qui mélange et dose beaucoup d'influences différentes, que ce soit le film policier, le film d'horreur, le gore, le gothique, l'érotisme, avec un goût très prononcé pour le macabre, le fétichisme et le rituel. Si vous voulez une introduction plus détaillée sur le giallo, je vous recommande la vidéo sur le sujet par Cinéma et Politique, disponible sur YouTube. Alors, Profondo Rosso raconte l'histoire d'un musicien, Marcus Dali, qui est le témoin du meurtre d'une médium qui, au cours d'une séance en public, a cru démasquer un assassin. Marcus va alors tenter pendant tout le film de se souvenir d'un détail crucial qui lui a échappé lors du meurtre de la médium. Le film alterne ensuite entre les phases d'enquête de Marcus, épaulé par une journaliste jouée par Daria Nicolodi, notamment des scènes de déambulation hypnotisantes, et une série de séquences de meurtres baroques, l'assassin tentant d'éliminer les témoins les uns après les autres. Et c'est là qu'intervient notre automate du jour, Matt Puppet. Ce surnom de Matt Puppet, l'automate n'a pas vraiment de nom dans le film, est une référence au morceau des Goblins qui accompagne son apparition. Goblin, c'est le groupe qui a composé l'essentiel de la BO démentielle du film. C'est pas la première fois qu'Argento utilise l'esthétique de la poupée ou du mannequin, et on peut voir dans le masque de l'assassin de son troisième film, 4 mouches de velours gris, un lointain cousin de notre Matt Puppet. L'automate n'apparaît que dans une seule scène du film, pendant 17 secondes. Il arrive comme un cheveu sur la soupe, mais son apparition va marquer les spectateurs. Son unique fonction narrative est de détourner l'attention de la future victime, et celle du spectateur, et c'est à ce titre un bel exemple d'angoisse gratuite, typique du giallo, qui privilégie souvent la sensation sur le sens. En fait, la raison de sa présence est clairement plus thématique que logique. La résolution du film reposant en partie sur un traumatisme d'enfance, le film multiplie les références à ce sujet, que ce soit des jouets, des billes, des cadeaux de Noël ou des dessins d'enfants. Sa victime est d'ailleurs un psychiatre. Mais alors, en dehors de la surprise qu'il crée, pourquoi est-il aussi flippant ? Son visage grimaçant, sûrement, sa taille qui est celle d'un petit enfant, sa façon de se déplacer comme s'il flottait, son rire métallique, mais aussi le fait qu'une fois le crâne brisé, laissant apparaître les mécanismes qui l'animent, il continue à gigoter comme une poule décapitée. Matt Puppet a été créé pour le film par un grand nom des effets spéciaux, Carlo Rambaldi, qui après l'Italie poursuivra sa carrière aux États-Unis où son travail sera récompensé par plusieurs Oscars. Il est avant tout connu pour une autre création liée à l'enfance, mais dans un genre très différent, c'est tout simplement le papa de E.T. Parmi ses autres créations, on peut aussi mentionner une tête pour Alien, des effets pour le King Kong de 1976, son travail sur Barbarella ou sur le Dune de David Lynch. C'est un artiste qui a commencé par étudier la peinture, il a été très influencé par Picasso et s'est vite passionné pour l'électromécanique ainsi que l'anatomie humaine. Peut-être grâce à ce double intérêt, il a réussi à façonner des effets très forts esthétiquement, parfois au détriment du réalisme, qui sortent souvent des sentiers battus. Je pense notamment au Chien écorché, du Venin de la peur, autre giallo réalisé par Lucio Fulci. Sa création pour Profondo Rosso a continué à influencer pas mal de réalisateurs. Par exemple, de l'aveu même de ses créateurs, la poupée Billy du film Saw et son nœud papillon est une citation directe de la Matt Puppet de Carlo Rambaldi. Alors, est-ce que je vous conseille ce film que j'adore ? Eh ben, à vrai dire, si votre truc c'est le cinéma narratif, les arcs de scénario, la vraisemblance, les portraits psychologiques, je pense que vous pouvez passer votre chemin. En revanche, si vous êtes attiré par l'étrange, le baroque,
la mise en scène inventive, je ne saurais que trop vous conseiller de jeter un œil à Profondo Rosso. Merci beaucoup Héroïna pour cette carte blanche. N'hésitez pas à me taguer avec le hashtag Welcome to Halloween Mood 2022, à me suivre sur les réseaux sociaux, me soutenir sur Utip et moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.